Alex, il y a quelques mois, on faisait un épisode sur les network states, les cités-États. Et là, récemment, il y a quelques jours, même si je dis pas de bêtises, il y a un projet de cité-État qui s'appelle Praxis qui a levé 500 millions de dollars pour bien, réaliser son ambition, qui est finalement une cité-État qui mêle à la fois, bon, déjà, un design hyper futuriste, la crypto-monnaie, la longévité. Je crois même la fusion nucléaire, si je dis pas de bêtises, l'énergie infinie, bref, quelque chose de très futuriste. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? Écoute, donc ouais, tu as raison. En effet, on parlait de ça cet été, notamment parce qu'on était revenu sur ce qu'avait écrit Balaji, donc qui a écrit un livre qui s'appelle The Network State, et qui, on va dire, pose les bases de la théorie autour de on pourrait créer des nouveaux États comme on crée des startups. Donc sous base essentiellement de crypto, en disant chaque État a sa crypto, donc chaque État a sa monnaie comme c'est fait aujourd'hui, et puis à partir de là, on crée des communautés qui se ressemblent avec, on va dire, des sous-jacents, des communautés qui se retrouvent autour de thèmes, la longévité, le sport, le ce que tu veux. Bon, ok. Et en effet, il y a une première boîte qui existe depuis 2019. Praxis, c'est une boîte qui existe depuis 2019. En 2021, pendant le gros boom crypto post-Covid, ils ont levé une vingtaine de millions. Ils ont levé une vingtaine de millions avec beaucoup de fonds qui n'existent plus, quand même, il faut le dire. Donc il y a Paradigme, qui est pour ceux qui existent. Il y a Paradigme, il y a Balaji, qui avait mis un ticket lui-même, et Sam Altman, qui avait mis un ticket aussi. Ça, c'est ceux qui existent et qui, voilà. Dans ceux qui n'existent plus, il y avait Sri Arrow Capital, donc tous ceux qui ont fait partie là, du scandale Luna, et Sam Bankman-Fried et Alameda Research qui avaient mis un énorme ticket qui, évidemment, n'est plus d'actualité, étant donné que on sait ce qui s'est passé avec FTX et tout ça. Donc, ils avaient levé un tour de 20 millions. Avec ces 20 millions-là, à ma connaissance, à part faire un joli site, quelques plans d'architecte et réfléchir à l'idée, ils n'ont pas fait grand-chose. Il faut être honnête, pendant 2021, 2022, 2023 et jusqu'à mi-2024, pas un mot sur Praxis. Ils ont créé une communauté de 15 000 personnes sur Discord. Donc bon, 15 000 personnes sur un Discord, c'est pas non plus, quand tu as Sam Altman, tu vois, très vite, tu peux quand même un peu teaser le truc. C'est quand même pas gigantesque, tu vois. Et à part ça, donc voilà, donc échange d'idées, machin, très bien. Mais ils ont bossé sur un truc, c'est une giga levée de fonds. Et donc là, il y a quelques jours, ils annoncent 525 millions de dollars de levée de fonds. 25 millions de dollars. Pourquoi donc? Pour financer la création de leur première ville, qui serait la première ville cité-État, Praxis donc, quelque part. Ils ne disent pas où. Ils ne disent pas qu'est-ce qu'il y aura dans la ville. Ils ne disent pas quelles technologies seront intégrées sur la première version. En fait, il n'y a rien pour l'instant. Mais ils ont un financement de 525 millions. J'ai dit millions, pas milliards. Millions. Ouais, millions, ouais, 525 millions, bien sûr. Avec très peu, en fait, de trucs spécifiques sur le projet. Par contre, on en sait beaucoup sur la méthode du financement. Il faut savoir que ce n'est pas une levée de fonds classique, traditionnelle. La levée de fonds en question, c'est ce qu'on appelle du milestone-based financing. Donc en fait, là, peut-être que sur les 525, ils ont reçu 10 ou 20 millions. Quand ils auront choisi le terrain, ils en auront 10 de plus. Quand ils auront obtenu le permis, ils en auront 10 de plus. Quand ils auront commencé à construire, ils en auront 50 de plus. Et quand ils auront commencé à faire bouger des gens, ils en auront 30 terminés. Et pour obtenir ne serait-ce que la première phase, ils doivent émettre un token qui sera publiquement listé. Donc ça, il y a une boîte au milieu dont j'ai bouffé le nom, GME ou un truc comme ça, qui va émettre le token à eux, leurs utilisateurs, qui théoriquement l'achètent et donc financent plus ou moins le truc. Donc le but, c'est que le token soit déjà émis quand ils touchent les premières phases de financement.
Donc, c'est une structuration de financement extrêmement complexe. Enfin, extrêmement complexe. Disons que c'est pas de l'equity classique et voilà. Donc, en face, il n'y a probablement pas de valo. Ou en tout cas, s'il y a une valo, elle est absolument pas publique. Mais, force est de constater qu'ils ont bien 525 millions à disposition s'ils atteignent les milestones qu'ils ont définis dans un plan. Le plan n'étant pas public, évidemment. C'est ce que je dis, c'est à titre d'exemple. Hein. Le plan, on ne le connaît pas de manière officielle. Ça, c'est le premier point qui est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs, et notamment des investisseurs crypto, qui prennent un risque gigantesque sur cette team. On parle d'une team de 2 mecs qui ont 29 ans, qui n'ont aucune autre expérience que ça, qui avant ça ont fait des stages dans un hedge fund. Donc, bon, entre ça et construire une ville, on est quand même très, 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 très éloigné. Et si tu vas sur LinkedIn, tu peux trouver aucun membre de l'équipe, à part les 2 fondateurs et 2 mecs qui se disent premier investisseur, premier résident. Si on reste sur cette première phase qui est hyper intéressante, Ouais. alors déjà, la première chose, c'est qu'ils ont levé 20 millions juste pour un Discord avec 15 000 personnes. Est-ce que tu es allé dans leur Discord? Est-ce qu'il y avait de l'engagement? Est-ce qu'il y avait un peu de vie dans le Discord ou pas? Alors, je me suis inscrit, j'ai pas encore regardé. Pour être très précis, j'en suis là. J'ai fait la demande l'autre jour, mais j'ai pas follow-up parce que j'avais pas le temps. Donc, je me suis tapé les articles. Je suis pas encore allé sur le Discord. Il aurait fallu que Ok. Et avec ces 20 millions, ils ont servi à rien si ce n'est à financer leur train de vie pour lever 500 millions. je peux pas te dire ça. Je peux pas te l'assurer, en fait. Je sais pas ce qu'ils ont fait. En fait, tout est très flou. Donc, je peux pas te dire oui, ils ont fait ça. La réalité, c'est que si ça se trouve, ils ont fait des super plans d'architectes qu'ils n'ont pas encore sortis. Si ça se trouve, ils ont pondu tout un concept. Si ça se trouve, ils ont investi dans des boîtes qui vont porter les technologies qui doivent être mises dans la ville. En fait, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait parce que tout est très, très opaque. Donc, potentiellement, ils ont fait des trucs, mais qui ne sont pas annoncés. Il y a un argument qui pourrait laisser penser qu'ils ont fait des trucs, c'est ils disent l'ensemble des membres de Praxis, il faut comprendre le Discord ou ce genre de trucs, ont un total cumulé de 420 milliards de valorisation dans des boîtes. Ont créé pour 420 milliards d'euros de boîtes. Bon, je suppose que dedans, il compte Sam Altman. Donc déjà, tu m'enlèves 150 milliards pour OpenAI tout seul. Tu m'enlèves peut-être une dizaine de milliards pour WorldCoin, là, où tu as le truc où il te scanne l'œil. Tu m'enlèves 3, 4, 5 milliards pour Elion. Tu m'enlèves 5, 6 milliards pour Reddit. Enfin, tu vois, si tu prends toutes les participations de Sam Altman, déjà, voilà. Tu prends les participations de Paradigme, je pense que tu en as pour 10, 15, 20, 50, peut-être milliards supplémentaires. Tu prends les participations de Balaji, tu en as pour, voilà. Et puis tu prends les 15 000 autres membres qui ont peut-être tous plus ou moins une startup ou une boîte qui vaut 5, 10, 15 millions, et puis tu fais ça fois 15 000. Oui, ton calcul, si tu veux, si je vais par là, je peux te dire que moi, j'ai le total de mes potes, ils ont monté des boîtes qui valent 5 milliards. Oui, enfin, tu vois, factuellement, en additionnant plein de mecs que je connais, voilà. Et puis, s'il faut les faire signer sur un Discord, c'est jouable. Bon. Cependant, c'est pas du tout une critique parce que à côté de ça, et on en parlait à quasiment tous les épisodes maintenant, ça prouve un truc, c'est que les projets de très grande ambition, on la cote. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Peu importe que ce projet-là, il soit bien ou pas, peu importe que leur financement soit méga risqué ou pas, peu importe que leur communauté soit fake ou largement exagérée, c'est pas un sujet. Le sujet, et ça, c'est ce sur quoi moi je suis hyper bullish, et je sais que toi aussi, c'est que les grands sujets de fond pour transformer l'économie, on la cote. Et je crois que c'est ça qui nous manquait depuis des années. C'était que enfin les gens extrêmement talentueux abandonnent, pas forcément abandonnent définitivement, mais mettent de côté les trucs trop faciles pour se concentrer sur des projets de grande ambition. On l'a vu avec Gabriel, on l'a vu avec ce que Elon a publié ces dernières semaines. Et là, on le voit avec des gens qui arrivent à lever des montants colossaux, peu importe la méthode, mais des montants colossaux, pour financer tout simplement l'avenir de la ville. Et la ville, c'est un sujet méga important.
Après, dans certains articles, il y a quand même des trucs extrêmement étranges. Donc, comme tu le sais, Praxis, c'est un vrai network state. C'est pas ce que nous, on pousse avec Will, entre guillemets, tu vois, quand nous, on pousse ce qu'on a testé là, à Maurice et tout ça. Ce que nous, on pousse, c'est pas ça. Nous, on pousse un style de vie, on pousse un truc en disant, voilà, vous allez vous regrouper, vous avez un style de vie commun, mais vous restez sous le juridique du pays qui accueille. Si Will sort un programme à Maurice et un programme au Maroc, et un programme en France, disons, le programme français soit sous loi française, le programme marocain sous loi marocaine et le programme mauricien sous loi mauricienne. Ça semble normal. Ce que Praxis te dit, c'est non, nous, on va demander à être plus ou moins indépendants, ou en tout cas, à minima, pouvoir changer, adapter certaines lois. Ça, c'est extrêmement complexe, de 1, mais surtout de 2, ça pose énormément de questions. Et eux ont publié des documents dans lesquels ils disaient, oui, donc dans Praxis, il y aura différentes classes de personnes. En gros, les geeks qui passent leur temps à travailler, les guerriers qui, tu vois, défendent la cité et font respecter la loi. En gros, la police, quoi. Enfin, je sais pas comment, voilà, mais eux, ils les ont appelés les guerriers, tu vois, ce qui est quand même un peu chelou. Et je sais plus trop, il y avait en gros ceux qui font qu'ils divertissent les autres. Enfin, tu vois, mec qui tient un resto, C'est mec qui bizarre tient... quand même comme appellation. Ça, on est méga chelou. Là, on est quand même sur un truc, tu vois, on est quand même sur un truc où si tu mets le pied là-dedans, tu rentres quand même dans une espèce de dynamique des classes un peu, enfin, un peu étrange, quoi. Je sais pas comment il faut le prendre, tu vois. Visiblement, les fondateurs ont recommandé un paquet de livres à lire à leurs employés. Encore une fois, employés qu'on ne trouve pas sur LinkedIn. Hein. Donc, je mets des grosses guillemets quand même, mais ont recommandé à leurs employés de lire un paquet de livres qui me semblent très borderline. J'entends par très borderline des livres d'architectes qui ont travaillé en Allemagne à une période où tu n'avais pas très envie de travailler en Allemagne. Bref, je passe sur les détails exacts, mais en gros, il y a quand même une idéologie un peu suprémacisto chelou qui règne. Enfin, faut quand même être conscient de ce truc-là. C'est pas que, enfin, disons que c'est le moment où, si on réfléchit philosophiquement, c'est le moment où le transhumanisme rejoint des théories qui ont déjà existé et où là, ça devient un peu chelou. C'est-à-dire que le transhumanisme, pour améliorer l'humain, évidemment, le transhumanisme, quand tu fais la réflexion inverse, c'est ouais, si vous n'êtes pas comme ça, bon, bah, vous n'avez pas votre place ici. Alors bon, là, on parle à l'échelle d'une ville, donc c'est un peu différent de ce qui s'est passé à certaines époques, mais il y a des réminiscences quand même de trucs un peu dark. Et c'est assez facile de trouver des articles sur le sujet qui ne datent pas de cette levée de fonds-là, qu'on soit bien d'accord, hein, mais qui datent de la levée de fonds de 20 millions d'il y a quelques années, où plusieurs mecs se plaignent et plusieurs investisseurs ont passé leur tour, pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le projet et l'ambition du projet qui est totalement cool, mais avec les fondements psychologiques et philosophiques de ce que les mecs essayent de mettre en place. C'est quand même assez étrange, je trouve, qu'un mec comme Balaji, ou même comme Sam Altman, ont pu s'engager avec ce type de profil. Parce qu'ils ont quand même une philosophie qui est au contraire de dire on s'ouvre, on est ouvert, on veut être très philanthropique. On veut aider un maximum de personnes, on ne fait pas de distinction. Je pense que les mecs ont évité de le mettre dans le deck, si tu veux. Je pense que des mecs ont commit. Certains ont posé des questions, tu vois, et ont creusé. D'autres, je vois bien Sam Altman, si tu veux. On ne sait pas combien chacun a mis. Mais si ça se trouve, Sam Altman, il a mis 50 000 balles. Et à l'échelle de Sam Altman, je pense que 50 000 balles, il a juste dit dire ah ouais, on fait une ville, tu vois, technologique, machin, repousser la mort, machin. Il a dû se dire bah vas-y, je vous envoie 50 000, tu vois. Je pense qu'il n'a pas posé toutes les questions. Et le mec s'est défendu. Dans l'article, le mec se défend en disant oui, mais j'ai plein de bouquins chez moi, c'est pas pour autant que je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent. Argument recevable. Hein. Je pense qu'il faut lire de tout et que toute info est bonne à prendre. Et voilà.
Et après, il dit il y a des infos qui sont vraies dans ce que vous avez dit, il y a des infos qui sont fausses. Peut-être n'a-t-il pas demandé à ses employés de le lire, mais il l'a laissé traîner sur un bureau, un mec l'a lu, s'est senti choqué et a rapporté ça à la presse. Il faut toujours faire très attention à ça, mais je pense que c'est important de préciser le concept quand même pour que les gens comprennent l'étendue et l'importance de ce genre de projet. Parce que là, on ne parle pas juste d'un SaaS qui fait ta compta, quoi. On Mais parle d'un truc. est-ce que finalement 500 millions, c'est vraiment suffisant pour créer une ébauche de cité-État? Absolument pas. Absolument pas. C'est là où moi je trouve ça curieux, c'est 500 millions, pour te donner un ordre d'idée. Hein. Il y a des projets immobiliers en France uniques. Okay. Quand je dis unique, ça veut dire un seul terrain en gros. Tu vois, qui font plus que 500 millions. Je veux dire, nous, tu vois, chez Will, quand on consulte pour des projets, c'est pas rare qu'on ait des projets où il y a un seul immeuble qui, à lui seul, fait entre 30 et 50 millions. Donc, ça veut dire que tu ferais 10 immeubles, quoi. T'es loin de recréer une ville comme Lille, Paris, j'en sais rien, tu vois. Enfin, bon, Paris, c'est énorme, mais Lille ou même Rennes ou tout ça. Enfin, 10 immeubles, c'est Ouais, rien. c'est pas l'ambition, je pense. Hein. Je pense que dans tous les cas, c'est de base, ils veulent, à mon avis, avoir 3-4 immeubles et puis après les infrastructures autour. Mais tes infras coûtent super cher. C'est-à-dire que, en fait, ça va dépendre de où est-ce qu'ils vont le faire. Aujourd'hui, ils disent peut-être sur la Méditerranée et peut-être en Amérique du Sud. Déjà, sur la Méditerranée, ça ne veut rien dire parce que tu te doutes bien que le prix du foncier, si tu es en Tunisie ou si tu es à côté de Marseille ou à côté de Saint-Tropez, bon, c'est quand même pas du tout le même prix. Tu vois. Donc déjà, ton foncier, il va avoir un impact délirant. Ensuite, ta main-d'œuvre, elle va avoir un impact délirant suivant dans quel pays tu es. Et donc, avec 500 millions, tu ne fais pas du tout la même chose à Malte, en Tunisie ou en France. D'ailleurs, je pense qu'en France, c'est impossible parce qu'avec 500 millions, tu ne feras pas grand-chose. Entre guillemets. Je mets vraiment ça entre guillemets, qu'on se comprenne bien. Tu fais beaucoup de choses avec 500 millions, mais voilà. Deux, moi, ce qui me choque toujours dans ce genre de projet, c'est que c'est jamais des mecs qui ont la moindre expérience en IMO et en construction. C'est-à-dire que les mecs vont se ramener et ils vont devoir gérer. Parce que pour le coup, un chantier de 500 millions, c'est quand même un très gros chantier, même si c'est entre guillemets que 10 immeubles, c'est gigantesque hein, à gérer. C'est un truc à temps plein et c'est un boulot de dingue, avec des risques de dingue, avec des implications de dingue qui sont à la fois politiques, techniques au sens de poser les trucs, derrière de commercialisation, de à qui tu le vends, à qui tu le loues, comment tu l'exploites, comment tu l'exploites au quotidien, comment tu te raccordes aux services publics pour avoir l'eau, l'électricité, machin. Enfin, est-ce que dans toute ta zone en question, tu n'as pas de problème de zone inondable, de machin? Enfin, on a vu tellement des projets qui explosent pour ce genre de raisons. Est-ce que la mairie est d'accord avec toi? Est-ce que. Enfin, ils disent qu'ils veulent commencer en 2026 à construire. On est fin 24, peu au prou. Hein. Je ne sais pas dans quel pays ils vont le faire, mais dans la plupart des pays, construire début 26, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Le temps qu'ils trouvent le truc, qu'ils se mettent d'accord pour pouvoir acheter, savoir le prix, le machin, qu'ils signent l'achat, qu'ils aillent débloquer les permis, qu'ils débloquent leur partie du financement, qu'ils payent le mec, qu'ils fassent ce qu'on appelle les consultations, c'est-à-dire qu'ils trouvent les entreprises qui vont construire, ils fassent l'appel d'offres, ils envoient les entreprises sur place, et là, allez, peut-être qu'en un an, s'ils sont extraordinairement forts, ils peuvent le faire. Mais on parle de mecs qui n'ont jamais fait quoi que ce soit en IMO. Donc il va falloir être extrêmement. Et ils essayent de le faire dans un pays, ils ne veulent pas le faire aux US. Et c'est des Américains. Donc ils essayent de le faire dans un pays qui en plus n'est pas le leur. Donc autant te dire, avec de l'argent. Ah oui, dernier point. Déjà, quand tu le fais avec de l'argent qui provient du système, il y a des KYC, ça devient de plus en plus dur de faire des gros projets. Alors autant te dire que quand ça va être de l'argent qui vient de la crypto, si tu essayes de le faire en France, bonne chance pour les KYC par exemple. Si tu essayes de le faire en Europe, bonne chance pour les KYC. Autour de la Méditerranée, en ce moment, j'ai quand même l'impression que tu vas pas le faire au fond de la cuve, enfin, tu vois,
bout, hein, parce que le conflit, ça me semble un peu complexe à gérer. Je pense que l'Égypte, c'est trop proche du conflit pour ramener des gens dont le but, c'est de vivre ad vitam aeternam, hein, quand même. Au-dessus, c'est l'Europe, et donc il te reste le Maghreb. Là, je connais pas trop. Enfin, je connais pas trop. Nous, on a des trucs au Maroc, mais certainement pas de cette ampleur-là. Puis il reste l'Algérie, la Tunisie, je sais pas. Tu vois, je sais pas à quel point leurs législations sont souples pour te permettre de faire un truc pareil. Après, logiquement, s'il y a des investisseurs, enfin, s'ils ont réussi à lever 500 millions, on n'est pas, je pense pas qu'on soit dans une bulle ni dans un moment d'euphorie où tous les investisseurs donnent de l'argent sans vraiment regarder le projet. Donc, je pense que les investisseurs ont dû leur poser toutes ces questions, ont dû leur dire, bah, Coco, vous voulez créer une ville, c'est quoi vos backgrounds en IMO, qui est-ce qui vous accompagne, quels sont les terrains, quel est votre plan, où est-ce que vous comptez construire. Alors, tu connais mieux ce monde que moi, mais à la limite, dans une période d'euphorie, une période bull market où les investisseurs, ils font pas vraiment de KYC, ils disent tenez mon argent, let's go. Je peux comprendre qu'il n'y ait pas de due diligence suffisant, mais dans une période assez calme comme celle que l'on vit aujourd'hui, ils ont dû être béton sur le projet. Alors, c'est exactement ce que je comprends pas. Tu mets le doigt sur un truc qui est plus que vrai, c'est on est dans une période de grande tension sur les valorisations de start-up, sur les investissements en start-up, machin. Ça se détend un peu, mais on est quand même sur une période qui a été très compliquée. On n'est pas en 2021. Point numéro 1. Point numéro 2, il y a quand même une très grande tension sur l'immobilier. Et pour le coup, on y est encore. Et à mon avis, pour encore 3 à 6 mois. Donc normalement, quand tu fais le mélange des deux, enfin, je peux te dire que nous, en ce moment, chez Will, on est quand même extrêmement prudent. Heureusement, on a des trucs à l'étranger qui marchent bien. Heureusement, on a des trucs d'avant qui payent bien. Enfin, voilà, mais on reste extrêmement prudent sur ce sur quoi on s'engage. Parce que le marché n'est pas en mode bull market et loin de là. Je trouve ça extrêmement curieux qu'ils aient réussi à faire ça. Mais, encore une fois, nous n'avons pas la précision de l'accord de financement. Si l'accord de financement, il dit je te donne le premier versement que quand tu as le permis, tranquille, en fait, tu as donné zéro. Tu as donné zéro. Et puis, tu verras bien ce qui se passe s'ils arrivent à faire leur truc. S'ils n'y arrivent pas, tu n'es pas à risque. Tu annonces l'accord de financement, comme ça, le côté marketing, il est rassurant pour tout le monde, tu vois. Quand eux, ils arrivent devant la mairie en question qui va devoir leur donner le permis de construire, ou l'autorité si c'est dans un autre pays, voilà, ils vont dire, regardez les gars, on a 500 millions de financement. Il y a des articles, boum, c'est solide, tac, 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 voilà le contrat, tac, 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 il faut qu'on ait tel truc, tel truc, tel truc, on reçoit tant, 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 ça vous va? Oui. Ça, c'est potentiellement hyper rassurant pour les autres parties. Mais si ça se trouve, là, au moment où on se parle, personne n'est à risque. Mais comme on n'a pas de transparence là-dessus, j'ai envie de te dire, c'est normal, hein, ils n'ont pas enfilé quelque part, ils font leur vie, quoi. Comme on n'a pas de transparence là-dessus, ben, c'est difficile pour moi de te répondre à exactement quel est le niveau de risque qui a été pris. Si ça se trouve, le niveau de risque, c'est zéro, quoi. Et j'ai envie de te dire, c'est probablement zéro. Ou proche zéro. Il y a un truc intéressant que j'ai remarqué, c'est que, rappelle-toi, il y a 2 ans, 3 ans, il y avait des sommes totalement délirantes. On parle de millions, de dizaines de millions, voire peut-être même de centaines de millions qui ont été investis dans des terrains virtuels qui n'existaient pas. Je parle notamment du métavers, surtout du métavers d'ailleurs. À l'époque, il y avait même des personnes qui achetaient des vaches virtuelles parce que les vaches virtuelles produisaient du lait et le lait pouvait être reconverti du coup en token qui nous permettait de gagner de l'argent. Et donc des personnes posaient 10 000 € sur une vache virtuelle parce qu'ils espéraient pouvoir avoir du lait qui allait leur permettre d'avoir du rendement. Donc un truc délirant. Alors pourquoi je te parle de ça, c'est pour 2 choses. La première chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un transfert de OK, bon, il y avait l'immobilier virtuel, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'était peut-être soit beaucoup trop tôt, soit totalement bullshit. Donc on va prendre les mêmes mécanismes, la crypto et compagnie, et par contre, au lieu que ce soit de l'immobilier virtuel, on va créer du vrai immobilier avec des vraies promesses et avec des projets qui sont très stylés, en l'occurrence des cités-États. OK, fine. Ouais. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement, s'il y a des personnes si autant de personnes étaient capables de mettre autant d'argent dans l'immobilier virtuel, certes avec une promesse de gain, mais bon, il y avait quand même
il y a quand même cet argent qui, à mon avis, peut derrière être transféré autre part. La seconde chose, c'est que, ça c'était le constat que je fais, et la seconde chose, c'est est-ce qu'on ne retombe pas dans l'ultra complexité, l'ultra délire de l'époque du Web3, qui était de dire on va créer quelque chose de hype, on va mettre plein de mots qui va exciter les foules, sans s'intéresser au projet lui-même. À l'époque du Web3, c'était ça. À l'époque du Web3, c'était on va avoir un jeu, on va avoir une crypto, on va avoir des NFT, plein de mots qui font plaisir. Mais à la fin de la journée, le projet, c'était de la merde, ça n'aboutissait jamais. Les personnes se barraient avant. Ou alors finalement, ça ne résolvait aucune problématique. Les sites État, réinventer la ville, et à mon avis, tu es en plein dedans, toi. Mais c'est tellement complexe déjà. Pourquoi est-ce que dans une première étape, on vient se complexifier avec un token, avec une communauté, on rentre dans de la DeFi, et donc il va y avoir de la régulation sur déjà un truc qui est hyper complexe d'un point de vue administratif. Pourquoi déjà ils ne se préoccupent pas d'une seule chose, c'est construire une ville extraordinaire. Et ensuite, lorsqu'ils auront réussi à construire cette ville extraordinaire, là, réussir à créer davantage d'éléments, à essayer de souder davantage d'éléments. Alors, attends, juste, j'ai capté la question, mais juste 2 secondes. Ton micro est de plus en plus mauvais, plus on avance. Ouais. Là, j'entends plus rien, par exemple. Ok, est-ce que tu m'entends? Ouais, là, c'est bon. Ok, ok. Là, c'est bien. Je recommence où alors? Non, t'inquiète pas, on a compris. C'était juste vraiment la dernière minute, mais j'ai compris ta question. Enfin, tu couperas juste et voilà. Ouais, mais Voilà, si tu veux, je peux la répéter pour que ce soit plus clair aussi pour les personnes qui nous écoutent. Vas-y, ouais, répète-la. Donc, toute la question, ouais. Ouais, du coup, ce que je disais, c'est que d'un point de vue administratif, eux, ce qu'ils comptent faire, du coup, ils comptent commencer par une crypto qui est déjà extrêmement complexe, parce qu'il va y avoir une couche en plus de législation qu'il va falloir mettre en place, de DeFi. Donc, j'ai l'impression que ça a rajouté de la complexité sur quelque chose qui est déjà extrêmement complexe, qui est de créer une cité-État. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils ne commencent pas déjà par créer une ville extraordinaire et ensuite, derrière, lorsqu'ils auront atteint leur promesse, eh bien, tout simplement rajouter de l'engagement avec la crypto et rajouter des features supplémentaires. Je ne comprends pas en fait ce délire de commencer par un truc, de rajouter dès le début 10 couches d'ultra complexité à tous les niveaux, que ce soit administratif, de mise en place, de gestion de l'humain, etc. Parce qu'en fait, si tu veux, à mon avis, le sujet derrière la tokenisation et la crypto, c'est de trouver du financement. C'est que c'est plus facile de trouver du financement crypto Web3 en enflant le truc que ce n'est facile d'aller voir la Société Générale et de leur dire faites-moi un prêt de 500 millions. Je te donne un exemple là. Les mecs ont un accord de financement de 500 bars. Ok. Pour avoir un accord de financement de 500 bars dans le vrai monde, il faut à minima, mais minimum du minimum, quand ça marchait bien, il fallait que tu aies 10% de fonds propres. Il fallait que tu aies déjà les autorisations de construire et de tout ça. Il fallait que tu aies une structure qui soit solide et qui ait un track record important en immobilier. Ils n'ont pas de track record. Ils n'ont pas 50 millions de cash sur leur compte pour aller chercher les 500 suivants, enfin les 450 suivants, on va dire. Et a priori, ils n'ont pas les autorisations et tout ça. Donc, si tu veux, dans le monde normal, impossible d'arriver au bout de ça. Donc là, tu as plusieurs options. Soit tu te maques avec un vrai promoteur qui a les reins solides, et toi, tu développes le concept, mais dans ce cas-là, tu ne vas pas capter toute la valeur. Soit tu fais étape par étape, puis voilà. Ce que nous, chez Will, on a décidé de faire, tu vois, de faire des plus petits projets avec d'autres gens, de prendre des parts, de marge, et ainsi de suite, et de monter jusqu'à potentiellement pouvoir faire ça. Enfin, un truc du style. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que si tu le fais avec des investisseurs et qui te donnent tes 500 millions en cash, et donc tu n'as plus de problème de banque, c'est génial, mais ça t'implique que tu dois définir une valo.
Et donc, si tu n'as pas envie de lâcher 80% de ta boîte, bah, ta valo, elle doit être très, 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 très élevée. Admettons que tu veuilles lâcher un quart de la boîte, c'est-à-dire que tu n'as pas commencé à faire quoi que ce soit, ta boîte vaut 2 milliards. Alors, je sais qu'on est parti en couille plein de fois dans le monde des startups, mais une boîte qui vaut 2 milliards en pré-seed sur une histoire de je vais créer une ville, alors que j'ai jamais rien fait en IMO, c'est très difficile à entendre quand même. Il faut être sacrément chaud pour pitcher le truc. Alors qu'en crypto, tu te dis, ouais, il y aura du secondaire, je vais revendre le token, si ça part en couille, je le dropperai sur le public. Enfin, tu peux te dire, on va crowdfunder le truc, chaque mec va mettre 1000 euros et en fait, on va aller chercher des dizaines de milliers de mecs. Tu te dis, ouais, mais avec un sous-jacent crypto, potentiellement, voilà. J'ai l'impression qu'il y a une partie aussi, c'est du prêt contre de la crypto. Une des boîtes fait ça dans ceux qui ont été annoncés, du prêt contre de la crypto. Donc les mecs doivent avoir un peu de Bitcoin, je sais pas quoi, et en fait, personne ne paye jamais. C'est un prêt qui est émis contre-garanti par du BTC amené par d'autres investisseurs, tu vois. Et tout ça mélangé fait que, à mon avis, c'est plus facile à financer que si tu t'amusais à aller voir le Crédit Agricole, la BNP ou je sais pas qui. Je parle avec français, mais c'est la même chose si tu vas voir JP Morgan ou Goldman Sachs. Hein. Ils vont te demander de partir. Ouais, ok, très clair. Je comprends, mais moi, ça me fait flipper. En tant qu'investisseur, maintenant, je me dis, c'est déjà tellement complexe de créer un produit que derrière de gérer une crypto. Parce qu'en plus, on sous-estime vachement, toutes les personnes là qui lancent des cryptos sous-estiment le fait qu'ils multiplient par 100, par 1000 le nombre de casse-couilles qui vont leur demander des comptes tous les jours. Hein. Ah Euh, ouais. c'est quand même un niveau d'emmerde qui est assez phénoménal. Et puis derrière, on sait que les régulateurs, ils regardent de plus en plus tous ces projets qui font appel justement à des cryptos parce là, il y a cette histoire de securities. On ne sait pas forcément si c'est des vrais cryptos, s'il y a vraiment une utilité derrière ou alors c'est juste un instrument de spéculation. Donc il y a quand même beaucoup d'emmerdes supplémentaires et en plus, eh bien, il y a beaucoup d'énergie qui va être déployée juste pour créer une communauté. Parce que là, pour lever des dizaines de millions d'euros, bah, bon courage pour créer une communauté de personnes qui ont autant de thunes et qui vont en plus avoir un taux de conversion élevé, donc qui, dans la majorité, vont lâcher de l'argent. C'est un autre projet, c'est un autre métier. Alors, mais pour moi, en fait, alors, je, je vais peut-être paraître un peu présomptueux sur le truc, mais le métier, enfin, le mélange crypto-ville, en tout cas à cette échelle-là, Et à ce stade aussi, et à ce stade, pour moi, c'est trop. Enfin, pour moi, il creuse, à mon avis, dans la mauvaise direction. Je pense que déjà, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que déjà, si quelqu'un réussissait à faire la partie ville, parce qu'il arrive à être financé, parce que j'en sais rien, parce qu'il trouve un moyen, déjà, on sera pas mal. Et après, à la limite, une fois que le truc est fait, t'en fais une société, tu tokenises la société, et tu passes dans une deuxième phase, avec une société qui ne fait que la tokenisation du truc, et, si tu veux, qui est gérée avec une équipe à part entière, donc c'est le job, et qui a l'habitude de faire ça. Ça, pourquoi pas, en 2 temps. Mais commencer à financer un truc, parce qu'en plus, nous, pour le coup, on avait beaucoup étudié ces modes de financement, tu as un autre problème quand même. C'est que quand tu émets ton token, à un instant T, il est émis sur l'argent dont tu as besoin. Donc, on va dire sur la valo plus ou moins finale de la ville. Hein, t'es d'accord avec moi? Ouais. Sauf qu'au moment où le token est émis, et donc le moment où quelqu'un achète à un prix X, c'est encore un terrain vague, avec rien construit dessus. Et donc, si à un moment dans ton risque projet, tu merdes parce que j'en sais rien, tu mets pas le bon béton, le projet va pas au bout, le projet est mal ficelé, la ville est mal calibrée, il y a une attaque juste à côté et donc tu vois et donc plus personne n'en veut machin. Bah, en fait, ton projet il vaut zéro. Et donc, tu as acheté un token en mode final, tu as acheté le token d'une ville finie, au prix d'une ville finie, et en fait, tu te retrouves avec rien. Bienvenue dans les projets NFT de 2022. Exactement. Sauf que ça, normalement, dans l'IMO, c'est un truc qui arrive pas trop.
tu achètes un terrain, ce terrain, il a une valeur à peu près 100%. Tu prends du risque, évidemment, mais voilà, tu as une valeur à peu près 100%. Quand quelqu'un t'achète un appart qu'on appelle en VFA, donc qui n'est pas encore construit, en face de ça, lui, en tout cas en France, il a une GFA, une garantie financière d'achèvement. Il a quelque chose qui lui dit, si jamais le projet ne va pas au bout, alors la banque reprend le truc et te délivrera ton appart. En fait, personne n'est trop à risque. Enfin, le promoteur peut crever, mais personne n'est trop à risque dans la chaîne de valeur. Là, tu as très bien pu acheter un token qui vaut donc une part de 500 millions, mais ils n'ont même pas encore le projet. Donc, potentiellement, les premiers mecs à acheter le token, ils achètent un truc avec 100% de risque. Ça se trouve, le mec ne trouvera même juste jamais de terrain. Il y a une possibilité dans lequel il y a un monde dans lequel quelqu'un achète des tokens, et en face de ça, on n'arrive même pas à trouver un terrain valable pour faire le truc. Si ça se trouve, dans 2 ans, les mecs, ils s'en sont encore à chercher un terrain. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait pas totalement mensonger d'annoncer une levée de fonds à 500 millions si c'est vraiment étape par étape? Non, mais ça, ils ont été clairs. Ça c'était marqué dessus. Enfin, alors, c'est pas marqué sur ce que tu as vu. Tu sais, sur Twitter, ils ont fait une jolie annonce, machin, nanana. Là, c'est pas marqué. Par contre, quand tu creuses dans l'article, c'est clairement expliqué. Ok. Donc, non. Ça, après. Parce que ça change tout. Ça change absolument tout pour le coup. Entre une personne qui te file 500 millions, c'est un niveau de croyance qui est extrêmement élevé. On croit énormément au fait que tu vas réussir. Et une autre personne qui dit c'est 500 millions, mais c'est échelonné sur 50 ans. J'abuse, hein. Échelonné sur 50 ans avec 36 étapes et on commence par 10 000. Bon, mais par contre, si le mec se sert des 500 millions pour ensuite faire une ICO de token pour essayer de ramener une tonne de foule en disant regardez, on a déjà eu 500 millions. Et en plus, du coup, on a une valo totalement déraisonnable à 5 milliards. C'est pratique. Le montage est plus dangereux qu'un montage classique. Cependant, encore une fois, là-dessus, on ne pourrait pas les accuser, ils ont été clairs. Si tu lis l'article, je veux dire, j'espère qu'avant d'acheter un token, tu lis un minimum le prospectus, l'article et tout. Et pour le coup, si tu lis le truc, c'est clairement expliqué. Et il y a les boîtes qui donnent le prêt et tout ça. La méthode derrière n'est pas expliquée. Ce qui n'est pas expliqué, c'est la méthode de déploiement. Mais par contre, le fait que le déploiement soit en tranches et que les tranches soient conditionnées, ça, c'est clairement expliqué. Bon, quoi qu'il arrive, c'est quand même un projet qui est exceptionnel. Et même si ce truc-là ne marche pas, oui, il ouvre la voie. C'est hyper. Voilà, on est en plein, c'est très rassurant pour l'avenir. Et je pense que même ça va donner beaucoup d'idées à d'autres personnes. Donc, non, c'est une très très bonne nouvelle. C'est vrai qu'on est un peu tatillon, mais et en même temps, il y a peut-être de quoi. Mais d'un point de vue uniquement ambition, je trouve ça trop cool. Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, ça épouse totalement eh bien, cet élan dans la longévité, cet élan dans la conquête spatiale. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais aussi ce qui s'est passé le week-end dernier avec le Starship qui est parti et qui a réatterri sur sa rampe de lancement, ce qui est totalement fou. Ouais. On atteint quand même un nouveau cap en termes de développement de l'humanité qui est super intéressant. Et donc, ça va dans le bon sens. Donc, c'est trop cool. Ouais, entièrement d'accord avec toi. C'est quand même une bonne nouvelle, moi, je trouve. À suivre de près, alors. Assure Est-ce que tu sais la prochaine étape, lorsqu'on pourra refaire une vidéo dessus, il faudra attendre quoi, 1 an? C'est flou. S'ils trouvent le terrain rapidement et qu'ils l'annoncent, je pense qu'on pourrait faire une vidéo peut-être dans le trimestre, tu vois. Mais ça va dépendre d'eux et de leur capacité à trouver vite un terrain. Ok. Voilà. Ok. Dernière question, les Néom, par exemple, Neom, la ville qu'ils voulaient construire en Arabie Saoudite, si je ne dis pas de bêtises, ça aurait été une cité-État, ça, ou pas? Est-ce que ça aurait été dans la juridiction du pays ou non? Ah non, pas du tout, parce que là, c'est vraiment fait par le gouvernement. Ok. Peut-être avec 2-3 avantages fiscaux, mais c'est une zone franche, quoi, hein, à la limite. Mais non, on est vraiment sous là, c'est totalement différent. Là, c'est un projet étatique de gars qui se disent ok, on a envie de développer une ville nouvelle. Mais c'est ni plus ni moins qu'un projet d'État qui respecte les lois de l'État, qui en plus est tenu et fait par l'État. Non, là, on n'est pas du tout sur la thématique Network State. On est sur la thématique projet démesuré de mecs qui ont énormément de thunes à investir. Ouais. Ok. Ok. Peut-être que moi, je trouverais ça plus réaliste, ce type de projet-là,
parce que c'est l'État qui le fait directement. Et après, l'État peut très bien, déjà, l'État peut trouver les terrains, l'État peut investir de manière démesurée. Et après, ils peuvent très bien considérer que c'est, comme tu l'as dit, une zone un peu particulière avec des lois qui vont être un peu différentes. Et là, d'un point de vue, je te parle pas d'un point de vue ambition, mais plus d'un point de vue réalisation. Ok, c'est beaucoup plus réaliste de se dire que ce genre de personnes vont réussir à créer ce type de ville. Ouais, t'as raison. T'as raison. Enfin, ils arriveront plus facilement au bout du projet. Par contre, il leur manquera toujours le côté communautaire au sens on essaye de se dégager des États, puisque par définition, c'est un État. Donc, alors tu me diras, il y a plein de gens qui n'en ont rien à foutre. Hein. Là aussi, c'est parce que on part du principe que le network state est ce que Balaji a défini et qui doit en respecter les règles. Mais tu vois, personne n'a dit que Balaji avait c'est lui qui a inventé le terme. Mais pas pour autant que ce qui va se passer est exactement ce que lui il a défini. Donc non, ce sera des types de projets concurrents, avec des visions et des philosophies différentes et concurrentes. Par contre, ils arriveront, ça c'est sûr et certain, c'est impossible autrement. Techniquement parlant, ils arriveront plus facilement au bout du projet. Ce que l'État sait faire, c'est ce que l'État fait tout le temps. Construire des routes, c'est ce que l'État fait tout le temps. Construire des ports, des logements sociaux ou pas, des bureaux, des trucs, c'est ce que l'État fait au quotidien. L'État sait le faire. Et puis l'État a le fric. Et puis l'État a les terrains. Et puis l'État a les autorisations, puisque par définition, c'est lui qui les donne. Et surtout en Arabie Saoudite, où si tu veux, a priori, je pense pas que le maire d'une commune fasse chier. Tu vois. Donc oui. Ouais, 100%. Ok. Bon, bah écoute, à la prochaine alors. Ouais, à la prochaine. Abonnez-vous, très important. Abonnez-vous. Et puis lâchez un petit commentaire aussi si vous avez des questions ou des idées de prochaines vidéos. Ça permet aussi de nous aiguiller. Ciao. Ciao.